Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Il était le cœur de la France, mais ce cœur bat désormais difficilement. Le monde agricole subit aujourd'hui de plein fouet la bureaucratie bruxelloise et le libre-échange international, et nous avec, sans le savoir vraiment. Peut-il survivre ? Eh bien, pour répondre à cela, nous recevons Hervé Juvin, ancien député européen, entrepreneur et cofondateur du mouvement Les Localistes. Hervé Juvin, bonsoir. Bonsoir. Et merci encore d'avoir répondu présent à l'appel du Choc du Monde. Alors, ce 7 janvier, la coordination rurale a revendiqué être entrée symboliquement dans Paris. Quelques tracteurs ont traversé la capitale jusqu'aux Invalides. Mais la veille et l'avant-veille, des convois de tracteurs, donc se dirigeant vers Paris, ont été stoppés par les forces de l'ordre un peu partout à travers l'Hexagone. Un nouveau bras de fer semble s'installer, n'est-ce pas Hervé Juvin ? Mais croyez-vous à une nouvelle révolte agricole d'ampleur comme celle que nous avons connue l'année passée à travers l'Europe, soulignons-le. La révolte agricole que vous évoquez couve depuis longtemps. Ce que j'ai senti chez un certain nombre d'agriculteurs que j'ai pu appeler, c'est une grande fatigue. Ces manifestations, ces convergences sur Paris de tracteurs, d'engins agricoles n'ont pas jusqu'ici servi à grand-chose. Et la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, signé par Ursula von der Leyen, par la Commission de Bruxelles, n'a fait que traduire la relative impuissance des mouvements agricoles à peser. Je pense qu'il faut, pour essayer d'apprécier cette crise agricole rampante, je pense qu'il faut remonter assez loin. Je pense qu'il faut remonter au modèle construit par Edgar Pisani sous le général de Gaulle, qui était fournir à la totalité de la population française une alimentation de bonne qualité, produite en France, à prix accessible à tous. C'est sur ce modèle-là que la France a vécu pendant plusieurs décennies. On leur a dit de produire et ils ont produit. Ça a été notamment la formidable ascension de la Bretagne, une des régions les plus pauvres de France dans les années 50, devenue une des régions prospères de France dans les années 80, parce que la Bretagne, notamment à travers les élevages de porcs, les élevages de poulets, etc., s'est entièrement consacrée à produire pour la population française une nourriture de bonne qualité à prix accessible. Nous sommes totalement sortis de ce modèle. Sans doute est-ce qu'il faut revenir sur les causes, sans doute est-ce qu'il faut revenir sur les conséquences de cette sortie, mais aujourd'hui nous sommes sortis d'un modèle agricole bien défini sans en définir un autre. C'est ce qui m'apparaît au fondement de la crise agricole actuelle. La France aujourd'hui n'a plus de modèle que les politiques aient élaboré, dont ils aient pris toutes les dispositions pour le soutenir et qu'ils appliquent. Nous n'avons plus de modèle alimentaire, nous n'avons plus de modèle agricole, nous n'avons plus de modèle de propriété et d'aménagement du territoire. Je pense que c'est la source profonde de la crise agricole que nous connaissons. Plus de modèle, vous allez jusqu'à parler du territoire, Hervé Juvin. Je vous propose de revenir sur les arguments de la coordination rurale à l'égard du Mercosur que vous évoquez et du gouvernement bien sûr. Je vous propose d'écouter ces propos-là pour que tout soit clair. L'agriculture est en train de mourir. Cela n'alerte personne. Au gouvernement, a dénoncé le 5 janvier sur RMC la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch. Les agriculteurs disent ne plus pouvoir attendre. On cumule et on enchaîne toutes les crises depuis le Covid-19, explique-t-il. L'aide supplémentaire de 270 millions d'euros promise par le gouvernement ne suffit pas. Ils craignent que le pire arrive avec l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Ils exigent aussi une réduction des contrôles dans les fermes et une augmentation de ceux-ci dans les grandes surfaces pour mieux appliquer les normes européennes et françaises sur les produits importés. Alors vous l'avez évoqué, le Mercosur, 90% des droits de douane entre le Mercosur et l'Union européenne seraient bientôt levés. 99 000 tonnes de bœuf par an pourraient entrer en Europe à un taux préférentiel de 7,5%, ainsi que 60 000 tonnes de riz et 45 de miel sans obstacle tarifaire, soulignons-le. Alors de l'autre côté, les droits de douane du Mercosur seraient progressivement éliminés sur des produits européens tels que les voitures, les machines, les vêtements, les vins, les fruits frais ou les chocolats. Est-ce un deal, comme on dit, gagnant-gagnant pour l'Union européenne, comme le dit Ursula von der Leyen ? Le thème qui se répand dans les organisations agricoles, c'est qu'on sacrifie une fois de plus l'agriculture française à l'industrie allemande. Ce que vous venez de dire est très clair, ce sont essentiellement les produits allemands automobiles, aussi machines-outils et quelques autres, qui vont bénéficier de cet accord, l'agriculture française devant être probablement une des grandes perdantes. On peut incriminer la religion du libre-échange.
mais on peut souligner deux choses. On peut souligner d'abord l'illusion qu'il y a à prétendre contrôler les immenses exploitations agricoles du Brésil, de l'Argentine. Nous avons eu Milei, nous avons eu Lula, qui pensent que l'administration européenne, telle qu'elle est, a un quelconque moyen de contrôler ce qui se fait réellement dans les exploitations en Argentine et au Brésil. Ce qui aboutit à une chose très simple, nous trouverons dans nos assiettes des produits, et notamment de la viande, dont les conditions de production seraient interdites aux producteurs européens. C'est évidemment une inégalité de concurrence et les agriculteurs français ont totalement raison de la dénoncer. Le second point, je me souviens des mots du président de la République, Emmanuel Macron, sur l'autonomie stratégique. Quand on laisse filer son autonomie alimentaire, on se rend dépendant. Celui qui aurait dû être le secrétaire d'État à l'agriculture dans l'administration Trump, Joël Salatin, vient récemment de donner une interview extrêmement intéressante, dans laquelle il rappelle que 80% de l'alimentation des Américains est contrôlée par 4 multinationales seulement. Nous ne nous rendons pas compte que, faute d'un modèle agricole fondé sur notre indépendance alimentaire et sur notre sécurité alimentaire, fondé aussi sur une vision large et autoritaire de l'aménagement du territoire, nous laissons l'alimentation des Français aux mains de quelques multinationales. Et comme le disait très bien Henry Kissinger, on tient les États par l'énergie, mais on tient les populations par l'alimentation. Ça me paraît le point aveugle de la politique française, et à cet égard, il faut dénoncer les politiques qui se sont succédées depuis au moins 15 à 20 ans, un aveuglement total sur le fait que quand on laisse le contrôle de l'alimentation à quelques multinationales, on livre son indépendance à ses intérêts privés, qui ne sont pas les intérêts stratégiques de la France et qui ne sont pas ceux de la sécurité alimentaire de la population. L'alimentation a un intérêt stratégique. Alors, les agriculteurs évoquent, et peut-être y a-t-il une forme de paradoxe, évoquent des normes environnementales et commerciales plus strictes dans l'UE et réclament donc leur application à la concurrence. Mais après tout, selon vous, Hervé Juvin, la solution n'est-elle pas plutôt d'alléger ces normes ? Je crois que les agriculteurs français sont très conscients d'un phénomène que j'ai constaté maintes fois au Parlement européen. Ce phénomène, il faut le nommer de nom un peu barbare, c'est la captation réglementaire. Très simplement, quand des normes sont élaborées par la Commission européenne, très souvent, derrière leur élaboration, vous trouvez des lobbies, vous trouvez des hommes d'influence, vous trouvez aussi des ONG qui sont financés par des multinationales. Et l'impact de ces normes, c'est tout simplement d'empêcher les PME, d'empêcher les moyennes entreprises, d'empêcher les agriculteurs d'être présents sur le marché au seul profit des multinationales. Ce phénomène de captation réglementaire permet aux grandes entreprises ayant des budgets importants, notamment de lobbying, d'élaborer elles-mêmes les normes qui vont éliminer leurs petits concurrents. C'est un phénomène au cœur de ce que l'administration Trump veut changer aux États-Unis. La formule est un peu brutale, mais chaque fois qu'on édicte une nouvelle norme dans le domaine agricole, on élimine des dizaines de petits exploitants au seul bénéfice des multinationales. C'est probablement ce qu'il faut corriger. Je me permets de vous interrompre parce que le chiffre est flagrant en France. En 1965, le code rural faisait 750 pages. En 2022, il en fait plus de 3063, soit 306% de plus. Ça me semble illustrer ce que vous dites. Avec une conséquence très simple. Vous êtes une grande entreprise, vous avez un service juridique spécialisé dans l'interprétation et la compréhension du code, ça peut passer. Vous êtes seul, qu'est-ce que vous faites ? Vous passez vos week-ends à essayer de comprendre ce qui vous est demandé. Vous allez souvent vous trouver en infraction. Et donc, vous avez une forme de désespoir. J'essaye de bien faire mon métier. Je n'y parviens pas. Les normes s'opposent à tout ce que je sais faire. Ça se traduit notamment par des suicides d'agriculteurs, parce qu'on le dit trop peu. Il se trouve que j'étais à l'INRA il y a plus de 20 ans dans une émission télévisée pour parler du suicide des agriculteurs. 20 ans après, le phénomène est toujours le même. On a toujours un désespoir d'agriculteurs qui essayent de bien faire leur métier, qui sont écrasés par les normes, écrasés par les contrôles et par les règlements, qui sont probablement très adaptés à des multinationales, qui ne le sont absolument pas aux exploitations familiales et la petite propriété agricole qui était le cœur du modèle de l'aménagement du territoire français. Et qui ne l'est plus. Et qui ne l'est plus. Oui, d'ailleurs, les chiffres sont là. 10 heures par semaine de travail bureaucratique pour les agriculteurs. 10 heures, évidemment, c'est énorme. Alors, le Mercosur est la menace qui pèse immédiatement, a-t-on envie de dire. La France peut-elle encore vraiment bloquer l'accord ? S'il passe, que risque-t-on socialement, politiquement pour l'Union européenne, selon vous ? Bruxelles peut-il s'asseoir sur l'avis de la France ?
Non, l'illusion de bloquer l'accord, il faut probablement y renoncer. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de clause d'opting out en matière d'accords commerciaux internationaux. Ensuite parce que l'accord a été signé. Et enfin parce que j'ai maintes fois constaté l'hypocrisie des pouvoirs publics de différents pays, mais notamment de la France, qui acceptent très volontiers à Bruxelles, qui sont d'une certaine manière ravis de déléguer leurs responsabilités aux institutions européennes pour revenir en France, dire « nous nous sommes battus, mais nous n'avons rien pu faire ». Il y a quelque part un déni de responsabilité qui est tout à fait important. Donc je ne pense pas qu'on revienne sur le Mercosur. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir des aménagements très substantiels. Et très clairement, la dépendance alimentaire de la France à l'égard des producteurs d'autres pays et essentiellement à l'égard des multinationales qui gèrent la circulation des produits agricoles et qui gèrent le marché international des produits agricoles, cette dépendance ne va faire qu'augmenter. Vous dites que Macron, l'Élysée, le gouvernement entretient un double langage à l'égard des agriculteurs, à l'égard de Bruxelles. Je l'ai constaté à maintes reprises. Ce qui frappe, vous l'avez dit, c'est que la France, il y a 2 décennies, était encore la 2e puissance agricole mondiale. Aujourd'hui que nous n'avons plus de modèle, dites-vous, nous avons en fait perdu la maîtrise de cette puissance. D'abord, nous sommes en déficit commercial. La France, puissance agricole, comme vous le disiez il y a quelques décennies, est devenue déficitaire en matière agricole, avec pour moi 2 éléments très importants. Le premier élément, j'y reviens, c'est l'abandon de toute politique d'aménagement du territoire. Christiane Lambert, qui a été présidente des jeunes agriculteurs avant de devenir présidente de la FNSEA, avait une formule qui avait marqué en son temps, il y a déjà longtemps. Nous avons plus besoin de voisins que d'hectares. Aujourd'hui, je ne peux que constater dans des cas que je connais que les SAFER, sociétés d'aménagement foncier, qui devraient en principe favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, favorise presque toujours en fait l'extension des exploitations existantes. Ce qui fait que nous avons continuellement une perte d'exploitation et que nous dirigeons vers un modèle français où on aura peut-être 100, 200 000 exploitations agricoles, grandes exploitations, certainement pas davantage. C'est la première question, est-ce que la France accepte la désertification de son territoire ? Est-ce que le moment n'est pas venu de redéfinir une politique volontariste d'aménagement du territoire ? C'est naturellement au cœur du projet politique des localistes. Nous devons redéfinir une politique d'aménagement du territoire, d'occupation du territoire et d'activités harmonieusement réparties sur tout le territoire national. On ne peut pas laisser l'aménagement du territoire au marché. Il y a un second élément qui m'apparaît plus important, qui a été souligné par Joanne Salatine aux États-Unis, qui a été souligné par un rapport passé totalement inaperçu à l'Université de la Santé de Londres, qui dit très clairement, je ne citerai pas de nom d'entreprise, que si l'on supprimait les sodas et les boissons sucrées, que si l'on supprimait les produits hyper transformés, et notamment cette junk food, cette nourriture de mauvaise qualité, malheureusement vendue dans les fast-foods, etc., on pourrait probablement réduire les dépenses maladie d'1 quart. Ce qui signifie qu'il y a une solution très simple pour réduire les dépenses de santé. Solution très simple que personne ne veut regarder. Si on limitait la consommation qui provoque l'obésité, qui provoque le diabète notamment précoce, 76% des adultes américains sont en état d'obésité, mais près de 40% des enfants de 10 à 20 ans sont en état d'obésité et ont des cas de diabète précoce. C'était totalement inconnu dans les sociétés avant les nôtres, c'était totalement inconnu avant le monde de la junk food, le monde des aliments hyper transformés et le monde des aliments auxquels on ajoute des sucres et des graisses pour les rendre addictifs. Il suffirait de taxer ces produits, voire d'en interdire la distribution, par exemple dans les écoles, les lycées, par exemple dans des lieux de consommation collectifs, pour probablement avoir une solution rapide et efficace au problème du déficit de la sécurité sociale et aussi naturellement à ce qui est l'une des grandes dimensions du projet de Donald Trump aux États-Unis, Make Americans Healthy Again, rendre les Français en bonne santé, continuer d'augmenter leur espérance de vie. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, comme dorénavant en Grande-Bretagne, l'espérance de vie est en train de se réduire. Alors, vous avez évoqué la possibilité d'avoir davantage d'exploitation agricole. Enfin, il y a quand même des chiffres qui sont assez inquiétants. Bon, 36% de la population était agricole en 1946. D'ailleurs, 20 points de plus qu'aux États-Unis. C'est dire que la France était une terre agricole. Aujourd'hui, on en est à 1,5%. Mais alors, peut-on relancer l'agriculture, les exploitations agricoles, sans avoir, j'ai envie de dire, les ressources humaines pour cela ? D'abord, une remarque. Vous avez commencé sur les manifestations agricoles, ces tracteurs qui voulaient converger sur Paris.
Il faut arrêter de penser qu'une révolte du monde agricole va mettre la France à genoux. Comme vous l'avez dit très justement, le monde agricole n'est plus seulement minoritaire, il est devenu marginal. Dans beaucoup de villages de France, dans ces villages où on avait des dizaines d'agriculteurs qui comptaient électoralement, qui comptaient auprès de la municipalité, qui comptaient dans les choix publics, il n'y a plus que 2 ou 3 grandes exploitations dont très souvent les propriétaires n'habitent plus sur les lieux d'exploitation. C'est notamment le cas du nord de Paris. Je ne vais pas citer toutes ces exploitations, notamment de betteraves, dont les propriétaires habitent dans le 17e arrondissement ou dans le 8e arrondissement parisien. Mais c'est une réalité. Nous sommes sur une réalité de la production agricole qui est devenue hautement capitalistique. Les engins agricoles, ça coûte très cher. Un établissement d'élevage de bétail, un établissement de traite automatisée, ça coûte très cher. L'agriculture est devenue une industrie capitalistique. Le monde agricole, de l'élevage et de la boucherie parle du minerai pour parler de la viande. Un grand établissement fabriquant des yaourts parlait de la masse blanche. Donc nous sommes complètement sortis de ce modèle de petite propriété agricole servant des marchés de proximité dont les clients connaissent l'origine. Nous sommes complètement sortis de ce modèle sans le vouloir et sans l'avoir choisi. Et ce qui m'apparaît très grave et ce qui est probablement aussi très lourd dans la crise agricole, qui n'est qu'un reflet de la crise politique française, c'est l'absence de choix, l'absence de projet et l'absence de volonté politique. Je ne vois aucun politique aujourd'hui qui définisse un projet pour l'agriculture française, un projet pour l'aménagement du territoire et un projet pour l'alimentation des Français. Le mouvement localiste s'y consacre très largement parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'un projet, c'est de la volonté politique d'appliquer ce projet et c'est de la capacité de décider pour nous-mêmes de ce qui nous concerne. Alors, il y a encore un paradoxe. Nous sommes, en France, le premier producteur européen encore, malgré la crise, malgré notre déclin agricole. 17% de la production de l'Union. Mais bien se nourrir coûte cher, si ce n'est même très cher. Je ne parle même pas du bio. C'est probablement l'explosion du modèle français. Je le rappelle, une bonne nourriture de bonne qualité produite en France à prix accessible pour tous. Nous allons de plus en plus vers un modèle qui est notamment le modèle américain et le modèle de marché. Pour une grande partie de la population, le prix de l'alimentation devient une part très importante du budget. Et donc on a une consommation de ce qu'on appelle la junk food, ces aliments hyper transformés, souvent avec ajout de sucre, de graisse, etc., avec des conséquences, je l'ai déjà dit et je le répète, dramatiques sur l'obésité, sur le diabète, voire sur les cancers et sur les maladies dégénératives précoces. On a une alimentation qui coûte de plus en plus cher, dont on sait à peu près d'où elle est produite, de bonne qualité, dont les prix ont tendance à augmenter. Et puis on a pour une population qui en a les moyens, en effet, une alimentation bio, sourcée, contrôlée, dont tous les ingrédients, dont tous les composants sont connus et sont identifiés. Mais cette nourriture-là coûte de plus en plus cher et je ne peux qu'observer depuis maintenant plus d'1 an le déclin des ventes de bio. On sait que beaucoup des chaînes de distribution bio sont en grande difficulté, tout simplement parce qu'une partie croissante des Français qui le souhaiteraient n'a plus les moyens d'acheter de la nourriture bio. C'est aussi une crise du pouvoir d'achat, c'est une crise du modèle de production. Probablement est-ce qu'on a trop renoncé ou trop renié sur les aides à l'installation des producteurs en bio, sur la transformation des exploitations, mais j'y reviens, c'est une question de choix politique et c'est une question de moyens de ces choix. A-t-on la volonté d'appliquer un modèle alimentaire de qualité préservant la santé des Français ? Vous disiez que 4 multinationales aux États-Unis nourrissaient 80% de la population américaine, ce sont vos chiffres, mais socialement en France, une révolution bien sûr a eu lieu, les Français ont rompu avec la terre. À quoi, à la fois notre territoire, notre modèle agricole, peuvent-ils ressembler à court, moyen, long terme ? Nous dirigeons-nous vers ce modèle américain avec une poignée de multinationales qui nous nourrissent tous ? S'il n'y a pas de décision politique, de projet politique et de volonté de l'appliquer, si nous laissons les institutions européennes continuer de livrer au marché ou au soi-disant marché, dominé par la préoccupation de rendement financier, la sécurité alimentaire des Français, nous allons très clairement vers un monde, et je dis bien un monde, dominé par probablement 6 à 8 plateformes mondiales de circulation des flux alimentaires, 4 de ces plateformes étant américaines, 2 ou 3 pouvant être chinoises ou pouvant venir d'autres puissances. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul établissement qui soit européen,
Et ce dont je suis en revanche certain, c'est que ces plateformes de circulation, de négociation des flux alimentaires à travers le monde détiendront et contrôleront la sécurité alimentaire. Rien n'est plus facile que de mettre un pays ou un continent en insécurité énergétique. C'est ce dont l'Europe est victime depuis les sanctions prises contre la Russie et depuis la crise ukrainienne. Rien ne sera plus facile également que de provoquer des crises alimentaires à partir du moment où quelques plateformes dans le monde pourront gérer la totalité ou la quasi-totalité des flux alimentaires. C'est déjà la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis, c'est déjà la situation dans laquelle se trouve l'Europe. Et pour nous, évidemment, il est urgent de reconquérir notre souveraineté alimentaire. Et il est urgent, y compris par une politique des prix et par une politique des revenus, de favoriser la production alimentaire en France par des exploitants français harmonieusement répartis sur le territoire. Et donc vous êtes en faveur de mesures drastiques comme cette espèce de contre-révolution agricole alimentaire de l'administration Trump aux États-Unis. Alors, il va être très intéressant de voir ce qui va être effectivement appliqué par l'administration Trump. Mais les premiers signaux dont on peut disposer, à travers la nomination de la secrétaire à l'agriculture, à travers la nomination des conseillers, j'évoquais Salatine, je pourrais évoquer Massy, je pourrais en évoquer d'autres. J'en parlais récemment avec un expert d'origine française installé aux États-Unis en matière d'agriculture régénérative, Renaud Beauchard, que j'aurai le plaisir d'accueillir bientôt à Paris pour une conférence. On voit bien que l'administration Trump veut redonner vie à la petite et moyenne entreprise agricole, qu'elle veut alléger les contrôles parce qu'il est aberrant d'imposer les mêmes contrôles à une exploitation familiale, locale, qui sert essentiellement le marché local, que les réglementations qu'on va appliquer à Nestlé, qu'on va appliquer à des trusts mondiaux. Il faut évidemment adapter la réglementation à la réalité des exploitations. Je pense que ça s'implique également en Europe. Si on simplifiait la réglementation, si on allégeait les contrôles et le temps administratif imposé aux exploitants, on aurait probablement moins de faillites et on aurait probablement moins de suicides. Ce sont des décisions qui peuvent être prises relativement rapidement. Ce sont des décisions qui demandent d'abord de la volonté politique et du courage politique. Redonner vie aux petites et moyennes entreprises agricoles, eh bien, ce sera le mot de la fin. Hervé Juvin, merci beaucoup d'être encore une fois présent dans Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement Les Localistes et ancien député européen. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette émission. Merci à tous et bonne soirée.